Bonjour, professeur Jocelyne Juste. Vous êtes pneumopédiatre, ancienne chef de service à l'hôpital Trousseau à Paris et aujourd'hui professeur émérite à Sorbonne Université, rattaché à l'unité UNSERM U1153. Je voudrais vous poser ma première question. On entend, on lit le terme la marche de l'allergie. Mais c'est quoi la marche de l'allergie? C'est la marche atopique. On a longtemps cru que tous les allergiques passaient par ça, c'est-à-dire que ça commençait par la dermatite atopique, l'eczéma, les allergies alimentaires, puis la rhinite allergique, puis l'asthme. Et puis des études épidémiologiques récentes ont montré qu'en fait, il y avait différentes marches atopiques et que celles qu'on pensait générales étaient en fait restreintes à un petit nombre d'enfants et que ceux qui font cette marche atopique sont les plus sévères. Le plus souvent, les enfants ont une rhinite et un asthme, ou un eczéma, une allergie alimentaire, ou rien qu'un eczéma, ou rien qu'une rhinite. Il y a différentes marches atopiques. Celle qu'on croyait prédominante est en fait rare et sévère. C'est celle qui associe la dermatite atopique, l'allergie alimentaire, la rhinite et l'asthme, soit de façon conjointe, qui apparaissent tout d'un coup dans la toute petite enfant chez le nourrisson, soit qui vont se décliner au cours de l'âge. Quels sont les principaux tableaux cliniques du polyallergique? Alors le polyallergique, c'est vraiment celui qui a la marche atopique sévère, rare. C'est-à-dire il a conjointement toutes ces maladies associées, soit dans le temps, soit encore plus sévère en même temps. Lorsque vous avez donc cette marche atopique qui débute très tôt dans la vie, un nourrisson qui a un eczéma sévère, qui a une allergie alimentaire et qui a un asthme débutant, on sait très bien que celui-là va perdurer toute la vie. C'est une maladie rare, c'est une maladie grave, c'est une maladie à début précoce. Et les mots sont importants, précoce, rare, grave. Et ceux-là, il faut les repérer tôt parce qu'actuellement, on a des moyens d'éviter la sévérité de cette marche et du polyallergique. Alors, pour raccrocher à l'asthme, je voudrais vous demander quel est le polyallergique type à haut risque d'une exacerbation asthmatique sévère? Alors, l'exacerbation asthmatique sévère est associée chez l'enfant, beaucoup Oui, à l'allergie et beaucoup à l'éosinophile. Lorsque vous avez une allergie alimentaire et un asthme, vous avez plus de risque de faire un étalement asthmatique. Inversement, lorsque vous avez une allergie alimentaire et un asthme, vous avez plus de risque de faire une anaphylaxie alimentaire, la forme la plus grave de l'allergie alimentaire. Ça a été montré dans toutes les études. L'association de deux maladies allergiques, asthme, allergie alimentaire, c'est un phénotype sévère qui vous amène en réanimation lorsque vous faites une crise d'asthme. Également, la dermatite atopique persistante et sévère, pas n'importe quelle dermatite atopique. Ceux qui ont une dermatite atopique dans la petite enfance, qui va rentrer en rémission, c'est pas forcément sévère. C'est ceux qui ont la dermatite atopique qui persiste à l'âge scolaire, à l'adolescence, avec l'asthme. Ceux-là sont à risque aussi de faire des exacerbations sévères. on entend aussi des termes terribles comme triple peine, quadruple peine. C'est quoi ça, triple peine, quadruple peine? C'est de dire que ces enfants ont un impact sur la qualité de vie majeur et qu'ils n'ont pas une maladie allergique, ils ont plusieurs maladies allergiques. Et il faut prendre en compte toutes ces maladies allergiques, que ce soit la dermatite atopique sévère qui peut amener à la dépression, beaucoup d'études le montrent, que ce soit l'asthme sévère qui peut amener aux hospitalisations, voire en réanimation, que ce soit les allergies alimentaires, on a montré les répercussions sur la vie de tous les jours, la difficulté d'aller au restaurant, la difficulté d'aller à des repas d'anniversaire, la difficulté de donner son enfant à d'autres personnes qui ne connaissent pas la maladie. Tout ça, c'est un impact majeur. C'est plusieurs maladies chez le multiallergique qui s'associent. C'est plusieurs maladies sévères qui doivent être prises en charge de façon conjointe parce qu'elles s'auto-aggravent les unes avec les autres. Donc en fait, triple, c'est quand il y a au moins 3 maladies sévères et 4, c'est quand il y a au moins 4 maladies sévères, c'est ça? Voilà, pour tout dire, quand vous avez une rhinite et un asthme, c'est assez banal. Ça peut être sévère D'accord, aussi, mais voilà. d'accord. Et quand vous avez rhinite, dermatite atopique, asthme, on commence à rentrer dans la triple peine. Et alors, quand on a rhinite, dermatite atopique, allergie alimentaire et asthme, là, on est a priori extrêmement sévère. Voilà. En 2022, aujourd'hui, comment est-ce qu'on prend en charge ces enfants et ces adolescents, tant dans le parcours de soins que dans la prise en charge thérapeutique des nouveaux traitements? Déjà, il faut repérer tôt. Il ne faut pas attendre l'adolescence parce que c'est une période difficile, l'adolescence, où l'enfant laisse tomber un peu les traitements, se croit guéri, dénie la maladie. Et donc, c'est très, très difficile la compliance à l'adolescence. Donc, il faut repérer tôt pour cette raison et aussi pour avoir espoir de changer la trajectoire de ces patients, c'est-à-dire d'éviter le passage d'une maladie à l'autre et de la sévérité qui devient très importante à l'adolescence. Donc, repérer tôt. Quand vous avez les 3 ou 4 maladies associées tôt, il faut
aller vers un centre expert. Pourquoi? Parce qu'on va faire un bilan exhaustif de toutes ces comorbidités. On va prendre en charge de façon transversale le patient, son eczéma, son allergie alimentaire, son asthme, sa rhinite. On va tout prendre en charge et c'est compliqué parce que c'est l'un après l'autre. Il faut d'abord stabiliser l'asthme pour traiter les allergies alimentaires. Il faut faire beaucoup d'éducation thérapeutique, à la fois pour l'allergie alimentaire, pour l'asthme, pour la rhinite. Tout ça, ça demande une équipe pluriprofessionnelle, diététicienne, conseillère en environnement, médecin, psychologue, infirmière puéricultrice, pour essayer d'améliorer la compréhension, de mieux comprendre la maladie et de savoir repérer les facteurs de risque et faire ce qu'il y a à faire dès qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, aller vers des centres experts dès qu'on repère un malade sévère, c'est-à-dire qu'il y a plus 2, 3 ou 4 maladies allergiques et le plus tôt possible pour essayer, on l'espère, de modifier l'histoire naturelle. Parce qu'aujourd'hui, on a des traitements. Au niveau de l'allergie alimentaire, les désensibilisations orales commencent à se faire à certains aliments comme le lait, comme l'œuf, comme le blé, comme l'arachide, avec des produits qui vont arriver sur le marché. Mais tout ça, si vous voulez, ça demande un centre expert parce que vous n'allez pas désensibiliser à l'arachide quelqu'un qui a un asthme qui n'est pas contrôlé. Vous allez à la catastrophe. Il faut à la fois traiter l'asthme et l'allergie. Donc, vous avez ces nouveaux traitements, ils sont importants. Il faut désensibiliser pour éviter que les allergies alimentaires se pérennisent durant l'enfance. Et puis, vous avez les biothérapies, c'est un avènement majeur, un traitement majeur des polyallergiques. Mais il faut choisir la bonne biothérapie parce qu'on a beaucoup maintenant à notre disposition. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que même si on dit polyallergique, dans le polyallergique, vous avez encore des choses différentes. Certains vont avoir l'allergie alimentaire en premier, d'autres, ça va être l'asthme en premier, d'autres, ça va être l'eczéma en premier, même si les trois s'associent, vous allez choisir votre biothérapie en fonction de quelle est la comorbidité allergique qui a plus d'impact sur la qualité de vie. C'est l'asthme, c'est l'allergie alimentaire, c'est la dermatite atopique. Et c'est en fonction de ça qu'on va choisir, nous, en pédiatrie, la biothérapie. Et puis, il y a plein de questions qui se posent. Combien de temps? Est-ce qu'un jour, on pourra arrêter? Qu'est-ce qu'on fait quand on est sous biothérapie? Est-ce qu'on peut désensibiliser? Tout ça, vous pouvez le faire dans un centre, encore une fois, où il y a toutes ces compétences, toute cette éducation thérapeutique et où on peut faire des cohortes pour essayer de voir ce que deviennent ces patients, puisqu'on découvre finalement ce que font ces biothérapies. Est-ce que ces patients vont rentrer dans des rémissions durables? Est-ce qu'on va pouvoir à un moment arrêter et ils vont rester peu sévères? C'est la grande question qui se pose actuellement. Et est-ce que vous faites rentrer dans votre choix les dosages d'IgE et des éosinophiles? Oui, bien sûr. Mais nous, en pédiatrie, si vous voulez, l'éosinophiles et l'IgE, il est très lié à l'allergie. Donc, il va falloir faire la part de ce que l'éosinophile et l'IgE est en lien avec l'allergie et de ce qu'il est en lien avec l'asthme sévère. Ça, il nous permet de dire on va vers la biothérapie parce que cet éosinophile et cet IgE, c'est l'asthme sévère. Ou cet éosinophile, cet IgE, c'est plutôt l'allergie, on va aller vers des techniques de désensibilisation. Donc, ce n'est pas uniquement un niveau, c'est la MM quand même, hein, c'est important de le respecter. Mais c'est aussi le contexte des comorbidités, comme je l'ai dit tout à l'heure. On tient compte de la vie des parents ou de l'adolescent. Tout ça, il faut la décision médicale partagée, vous avez tout à fait raison. C'est avec les parents, c'est avec l'enfant, ses préférences, ses peurs qu'il faut essayer de comprendre et d'expliquer, ses phobies par rapport aux aliments, etc. C'est une longue démarche. C'est sûrement pas tout de suite qu'on met en charge une biothérapie. Il faut observer le patient, il faut être sûr que c'est un asthme sévère et il y a des critères. Dans les critères, il y a je l'observe suffisamment longtemps, au-delà de 6 mois. Et puis, une fois que j'ai initié une biothérapie, il faut se donner un objectif. Quel est mon objectif? Faire disparaître les exacerbations, arrêter la corticothérapie orale, améliorer la fonction respiratoire. Chez l'enfant, on veut tout. On estime qu'on a affaire à un enfant, un adolescent jeune, que sa fonction respiratoire doit être normale, en dehors de très rares cas où on ne pourrait pas y arriver. Et donc, on veut la normalité, pas d'exacerbation, on veut la fonction normale, on veut les comorbidités prises en charge, on veut le contrôle total. Et une fois qu'on a obtenu ça, après, c'est discussion. Si on l'a obtenu de façon complète, bien sûr qu'on garde la même biothérapie. Si on l'a obtenu de façon partielle, on attend un peu, parce que quelquefois, il y a des effets cumulatifs au bout de 6 mois. 1 an, vous avez la rémission complète et vous ne l'avez pas à 3 mois ni à 6 mois. Donc, il faut attendre un peu. Il faut en rediscuter tous ensemble aussi. Il ne faut pas prendre ces décisions tout seul. Il faut tout aborder. Est-ce que le traitement est bien pris? Est-ce que l'environnement est correct? Est-ce qu'on n'a pas oublié une comorbidité, notamment psychologique, qui est très, très importante, etc. Donc, en fonction de tout ça, en se donnant le temps, on dit on change pas de biothérapie.
Ma dernière question, si vous aviez une dernière recommandation à faire, c'est laquelle? Repérer très tôt ces enfants, ces nourrissons qui rentrent dans une marche atopique sévère. C'est-à-dire que quand vous avez un asthme du nourrisson qui est couvert d'eczéma et qui est allergique au lait, par exemple, c'est une équipe d'experts, c'est un centre expert. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des choses et plus tôt on les fait et plus on aura un effet important et peut-être modifier cette fameuse marche allergique. Donc, repérer les malades et les orienter tôt. Voilà. Je vous remercie infiniment et à bientôt.